Et je suis dans mon bureau ce jour-là. Et c'est une interview d'un magazine de vulgarisation scientifique. Pendant la séance, je reçois le coup de fil. Et au bout du fil, c'était Laszlo Lovász, le président de l'Union mathématique internationale. Et là je comprends. Instantanément, tu comprends. Et puis il dit I have good news for you. Et je savais que c'était la formule clé. Donc là, vraiment. Et je suis là, extraordinaire, magnifique et tout ça. Je mets tous les mots et tout ça. Il me dit, c'est bien secret. Ouais, super, extraordinaire, c'est magnifique. Tout ça, etc. Je raccroche et je me dis, bon sang, le photographe qui est dans la pièce, qui a entendu notre conversation. Complètement zappé. Et soit il était très réglo, il a juste pas écouté. Soit il comprenait pas l'anglais. Ouais. Mais en tout cas, ça n'a pas fuité. Et même, il me demande, alors qu'on termine l'entretien et tout, il me dit, alors, il paraît qu'on parle de vous pour des prix importants. Et je lui réponds, non, on ne sait pas trop. On ne sait jamais. On verra bien. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la suite de cette discussion avec Cédric Villani, professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1 et médaillé Fields. Dans l'épisode précédent, Cédric est revenu sur son parcours depuis le lycée jusqu'à son doctorat. De son amour de la biologie à son obsession pour la manipulation de concepts mathématiques dès son plus jeune âge, en passant par ses périodes de grande démotivation face au travail de thèse qu'il a fallu surmonter, on a revisité à ses côtés le chemin qu'il a mené vers sa carrière. Aujourd'hui, on aborde donc la suite. Sa vie de chercheur et les nombreux séjours à l'étranger qui l'ont accompagné et ont boosté son développement, les coulisses de sa médaille Fields, pourquoi la vulgarisation, sous toutes ses formes, est quelque chose de vital pour lui et comment il la conçoit comme un dialogue science-société, les raisons de sa reprise de la recherche, ses réflexions sur l'intelligence artificielle et bien d'autres choses encore. Donc, sans plus attendre, bienvenue dans la suite de cette conversation passionnante et bonne écoute. Donc, bref résumé, tu l'as dit tout à l'heure, tu étais caïman, agrégé préparateur à l'ENS de Paris, donc de 96 à 2000. Et ensuite, tu as soutenu en 98, donc au milieu de ces années. Et comme tu l'as dit, tu as passé ton HDR 2 ans plus tard pour obtenir dans la foulée un poste de professeur à l'ENS Lyon. Ce n'est pas du tout l'ordre de grandeur habituel en termes de délai. Pour passer professeur, souvent, ça prend un peu plus de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce début de carrière fulgurant, pourquoi ça s'est fait aussi vite? Il y a eu la rencontre entre moi et le sujet, les problématiques, le fit, une part de chance aussi qui a fait que j'ai pu trouver les bonnes collaborations, les bonnes questions, les bons sujets, où je me suis mis à produire avec un très gros engagement et où ça marchait. Et comme je te dis, à ma soutenance de thèse, Léon avait même dit à quelqu'un d'autre, ouais, c'est presque une habilitation déjà cette thèse. Il manque pas grand chose, ou à la limite ça aurait pu être. Et donc il s'est passé quelque chose dans les années 97, 98, où il y a eu ce déclic, cette rencontre, et où ça a progressé sur les sujets, et où j'ai été identifié par la communauté de la théorie cinétique des gaz comme le jeune analyste nouveau venu de l'école française, très connu dans ce domaine, qui arrive à fond la caisse sur tel et tel sujet, tous liés à l'équation de Boltzmann. Et c'est quelques années plus tard, tout naturellement, j'étais dans les invités au colloque sur les 100 ans de la mort de Ludwig Boltzmann, le colloque à Vienne, le colloque à Trieste qui était fait pour les célébrer. Donc j'étais bien identifié à une date, un moment important, c'est en 2000, quand j'ai publié un long article de synthèse qui doit faire 150 pages ou quelque chose comme ça, sur la théorie cinétique. Ah là là,
Ça fait partie des documents que j'ai le plus ouvert sur mon ordi. C'est vrai. Review Review of Mathematics. Il y en a 2 que j'ai beaucoup ouvert, c'est celui-là et aussi ton cours sur le champ moyen. Et mon cours sur le champ moyen. Je l'ouvre régulièrement. Ah oui. C'est les 2. Je pense si on va lire le nombre d'ouvertures sur mon ordi. Ça fait plaisir. Alors, le cours de champ moyen, c'était un cours que j'enseignais à l'ENS Lyon mais l'autre, la revue, la longue revue, c'était une commande passée par Denis Serre pour son ouvrage qu'il éditait avec Suzanne Friedlander sur la mécanique des fluides. Et je venais d'arriver à l'ENS Lyon, où Denis était l'un des professeurs très en vue. Et donc, il m'a confié cette mission-là. Comme toujours, j'ai commencé en retard. Et puis, à la fin, je l'ai fait à fond. C'était l'époque où j'avais pas d'ordinateur portable et où je me souviens encore, un peu de temps après la naissance de mon fils, retournant de nuit au bureau pour avancer sur le manuscrit, des choses comme ça pendant la nuit avant de revenir chez moi, des choses comme ça. Au moins, ça fait une vraie séparation travail-maison. Ouais, maintenant, il n'y a plus. Maintenant, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus. Bon. Et en tout cas, cette revue, cet article de synthèse, avait été très bien accueilli par la communauté théorie cinétique, un peu partout dans le monde, y compris des gens qui me regardaient plutôt avec suspicion, qui m'ont envoyé des retours très positifs parce qu'ils disaient vraiment ça, c'est un gros travail de synthèse, ça rend bien hommage aux uns et aux autres. Et c'était parmi ces activités. Alors je pense, objectivement et honnêtement et sans fausse modestie, en tant que chercheur, l'exercice dans lequel je suis le meilleur, c'est moins l'exploration que la synthèse, moins le défrichage que la synthèse. Et une partie importante de mon activité a été consacrée à écrire des livres de synthèse, des ouvrages. Et des ouvrages de référence dans des domaines. Et à chaque fois, ça commence où je me dis, je vais écrire un petit truc. Et finalement, non, mais il faut absolument faire un ouvrage de référence, etc. C'est comme ça que je me suis retrouvé à écrire les 2 ouvrages de référence les plus utilisés dans le monde mathématique sur le transport optimal, le cours qu'on évoquait sur la théorie cinétique. Et ça, j'ai commencé très tôt. C'était comme une force inextinguible, hein, et en mettant parfois en péril d'autres projets de recherche. Le livre sur le transport optimal qui m'a occupé 2 ans et demi, j'ai mis des tas de choses de côté, tellement c'était impérieux pour moi de Mais boucler cet est-ce ouvrage. vraiment mettre en péril quand on va aussi profondément dans un sujet, quelque part, ça apporte forcément à la recherche? Oui, après. Sur le plus long terme, incontestablement, et ça apporte à la recherche et aussi à une façon de structurer le cerveau, des réflexes qui se font, enfin, tu sors pas indemne d'écrire un bouquin de 1000 pages dans lequel tu dois sans arrêt te redemander tel truc là, tel lemme, je dois le mettre avant, mais là, les notations, le moment où il faut relire les centaines de pages, harmoniser les notations, le moment où tu l'envoies à droite à gauche pour tout refaire, c'est juste considérable. Certains de mes proches collaborateurs de l'époque, comme Luigi Ambrosio à la Scuola Normale Supérieure de Pise, que j'avais beaucoup mis à contribution pour bien des détails techniques du livre Transport Optimal, il m'avait dit, je comprends, ça reste un mystère comment ce livre a pu s'écrire en si peu de temps. Et la raison, c'est l'obsession que ça représente. Donc, avec du recul, par exemple, je pense le niveau d'intensité obsessionnelle auquel m'a accoutumé cet ouvrage m'a peut-être préparé pour le niveau d'intensité obsessionnelle qu'il me fallait pour l'amortissement Landau avec Clément Mouot. Donc, c'était assez indirect. Mais l'affaire était quand je dis mettre en péril, tu vois, par exemple, les observateurs, les autres me disaient, des gens qui suivaient bien les choses à l'international, me disaient en 2009, même si, Cédric, même si on parlait de toi dans les possibles prétendants à la médaille Fields, en fait, le dossier, le compte n'y était pas. Et le compte est arrivé seulement sur le fil du rasoir avec l'article,
côté artistique peut-être dedans. Mais l'article sur l'amortissement Landau, qui a été composé en 2009 et qui est paru seulement, qui a été publié seulement après la médaille. Donc ça s'est joué vraiment sur le fil du rasoir. T'aimes bien travailler dans l'urgence, manifestement. Je ne sais pas si j'aime bien ça, mais mon destin est que ça se fait toujours comme ça. Et que ça te réussit. Parce qu'il y a des gens qui sont paralysés. Et ça réussit. Alors, le revers de la médaille, c'est se retrouver à chaque instant avec des dossiers en retard de tous les côtés. Là, à l'heure où on se parle, j'ai au moins 3 bouquins en retard, un article de ci en retard. Enfin, tout est en retard de tous les côtés. Bon, mais on apprend à gérer, on apprend à jongler. Et je me suis habitué à être dans cette espèce d'état de perpétuelle urgence où le matin, je me lève en disant c'est quoi le truc ? Ah, il y a la tribune à écrire pour demain, c'est l'urgence. Ah, il y a un coup de fil avec machin, c'est l'urgence, c'est tout ça. Allez, hop, en avant. Ok, bon, déjà, on a une petite indication de finalement comment tu fais pour gérer autant de choses. La gestion, c'est, tu sais, le travail d'équilibriste. Tu jongles avec les balles. Tout à fait. Et donc du coup, tu as obtenu ce poste de professeur, comme je disais, mais est-ce que tu n'as pas envisagé à un moment de carrière au CNRS ? Donc, pour les auditeurs et auditrices, c'est des postes de recherche pure, alors que professeur, c'est recherche et enseignement. Oui. Eh bien, non. Ah oui. Aussi bizarre que ça soit, j'ai jamais envisagé de carrière au CNRS. J'ai pas candidaté, j'ai pas cherché à candidater. Pour moi, l'enseignement était naturel. Peut-être c'est le côté fils de professeur. En tout cas, c'était vraiment ma carrière naturelle, était une carrière universitaire plutôt que dans les grands organismes de recherche. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'on devrait d'ailleurs limiter davantage les postes seniors de recherche. En clair, plus de chargés de recherche et moins de directeurs de recherche, et que la carrière normale de recherche, c'est une carrière universitaire. Carrière avec de l'enseignement, avec moins d'enseignement globalement que les services qu'on a aujourd'hui, mais avec de l'enseignement. Et l'enseignement a joué un rôle majeur dans ma carrière de recherche. Tout à l'heure, tu évoquais ce cours sur le champ moyen, mais d'autres. Bien des cours que j'ai faits, ça a été un tremplin ou des réservoirs à idées pour la suite. Et quand ça m'était arrivé de passer des moments de doute ou de crise de vocation, en particulier, j'ai eu un passage dur de démotivation vers 2004-2005, justement. Après mon séjour en Californie, qui n'avait pas été aussi fructueux que je ne croyais, que je n'espérais, je me suis retrouvé avec une certaine démotivation. Et ce qui m'a relancé, ça a été la préparation de cours. Je reçois une invitation à préparer le cours pour l'école d'été de Saint-Flour, l'école d'été probabiliste. C'est très prestigieux, c'était motivant. Et en commençant à écrire le cours, à rédiger le cours, je me suis replongé dans le bain, remotivé. Finalement, c'est ça qui a donné le bouquin de 1000 pages que j'évoquais tout à l'heure. D'accord. Qui est paru 3 ans après le cours que j'ai donné. Hein. Mais écrire des cours, ça a été salvateur à plusieurs reprises pour moi. Encore aujourd'hui, là, quand je me suis remis à faire de la recherche, c'est important de... en même temps que faire l'article de recherche, écrire le cours qui va avec. Et c'est une activité chère entre toutes. Donc ça te donne un certain équilibre. Pour beaucoup de gens, l'enseignement vient équilibrer la vie de chercheurs et chercheuses avec... Et aussi, la recherche, ça ne marche jamais ou presque. C'est ça, exactement. Les cours, ça marche. Il y a une immédiateté aussi qu'il n'y a parfois pas avec la recherche. Les étudiants sont là. Donc... Les étudiants sont là. Les échéances sont là. Alors, les échéances, c'est très, très important. Tout à l'heure, on parlait des... Ah ben tiens, je parlais tout à l'heure de ce théorème dont j'étais fier dans ma thèse, 98, sur l'entropie. C'était quoi ? 2002, je crois. Je suis titulaire du cours PECO. Très prestigieux. C'est très prestigieux. Il y a un prix et puis il y a presque tous les Français qui ont eu la médaille Fields ont commencé par avoir le prix PECO, en tout cas une bonne partie.
Et tu as 4 cours au Collège de France à faire. Alors, j'avais préparé mes cours. À cette époque-là, j'étais à Lyon, donc. Et je faisais les allers-retours pour l'occasion. Et à un moment, j'expose dans ces cours, justement, ce résultat de ma thèse. Et dans la salle, il y avait notre collègue probabiliste analyste Thierry Bodino, qu'on connaît bien, et qui commence à râler. Il dit, mais il n'a pas l'air optimal, ce résultat. Pourquoi c'est pas si? Non, et j'essaie de lui dire, non, mais on ne peut pas faire mieux. Mais si, mais non, mais regarde, etc. Et j'essaie de lui expliquer pourquoi le résultat qu'on a démontré, c'est le meilleur qu'on puisse faire. Et de retour dans le train, là, dans le retour, je me dis, quand même, si Thierry avait raison. Et donc, je regarde, réfléchis, je dis, mais là, j'ai un déclic. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah, comme ça, je vais améliorer le résultat. Ah, et au prochain cours, je leur montrerai le résultat amélioré. Ah, c'est super, c'est trop bien et tout. Je rentre chez moi, je prépare le cours. Et 2 jours avant, cours d'après, je trouve une faute. Comme souvent, on a l'habitude, on fait des centaines et des centaines d'erreurs. Donc ma belle démonstration s'écroule. Et je suis là, ah ben tant pis, dommage. Ouais, mais alors, mais quand même, mais non, mais je me faisais une telle joie de leur présenter ça au cours. Mais il faut que je le répare, ce truc. Et la obsession, elle était là, comment réparer le truc, le jour, la nuit, comment réparer. Et il y avait l'échéance. Il n'y avait pas eu l'échéance, je l'aurais mis dans un coin. Je l'aurais laissé de côté. Je me suis dit, bon, j'y réfléchirai un jour. Mais là, c'était l'échéance, il fallait absolument. Je suis là, complètement obsédé. Je dors quelques heures le matin du cours. Je dis, qu'est-ce que je vais leur raconter? Je me lève le matin, qu'est-ce que je vais leur raconter? Je vais à la gare, qu'est-ce que je vais leur raconter? Mais je vais quand même pas faire une croix sur ce théorème amélioré. J'arrive dans le train, je m'assois. Ça y est, je sais. Et j'ai rédigé les 2 heures de trajet, j'ai rédigé la démonstration, améliorée, réparée. Je leur ai présenté en cours. Je l'ai publié dans la foulée, un de mes articles préférés. Et cette échéance-là, c'était tellement important. Waouh. Effectivement. Échéance, obsession, synthèse, cours et recherche. Et puis, bon, je ne vais pas chercher à être exhaustif, il y en aurait tellement et tellement, mais les échanges permanents, on les voit. C'est ça la vie de recherche. Il y a les moments que tu passes tout seul avec toi-même, et c'est de la cocotte minute, c'est du miroir réfléchissant. Et les moments où tu discutes avec les uns, les autres. Et des fois, il y a un gars qui te dit une phrase, une fille qui te dit une phrase, et ça te trotte dans la tête pendant des années jusqu'à ce que... Et ça, il y en a sans arrêt. Et cette fois où je lis le cours de probabilité de Michel Ledoux, je me dis, mais cette inégalité, elle me rappelle l'exposé de Félix Otto que j'ai entendu là, et on doit faire quelque chose avec. Il y a cette fois où je discute avec Clément Mouot sur la régulation de la cause il dit mais il doit y avoir un lien avec l'amortissement Landau. J'ai eu une conversation avec tel chercheur il y a 2 ans là-dessus dans telle université. Il y a quand tu es là, tu reçois les collègues qui t'envoient l'article, disent mais si ça faire ce truc, alors forcément on doit pouvoir faire ce truc-là. Donc sans arrêt, tu as ces stimuli externes qui reviennent dans ce grand jeu plein d'écailles qui se recouvrent. Ouais, ce que je dis souvent, c'est que c'est un vrai paradoxe que notre métier soit vu comme quelque chose de solitaire quand on voit à quel point il se fait en communauté, dans la collaboration et le partage. Sans les autres, alors, il y a aussi une dose de solitaire, et on le connaît, et on connaît ce moment. Et là encore, ce matin, en venant ici, je me suis paumé dans le métro. Je l'ai juste pris. Je faisais déjà ça des fois pour aller voir mon directeur de thèse. C'est un cliché, mais c'est vrai. J'ai juste pris le métro, la station habituelle, mais je l'ai prise vers le sud au lieu de le prendre vers le nord. Bon. Mais au lieu de m'en rendre compte, j'étais là, perdu dans mes pensées. Et la pensée, c'était est-ce que ça se diagonalise, machin, ça commute, c'est quoi l'opérateur de projection, etc. Et on apprécie ce genre de choses. Et on a besoin de ce type de moment, Tout à fait. Mais comme on dit, c'est nourri par les échanges, tous les échanges qui sont une facette qui ne sont pas nourris par les échanges. Mais tu vois, c'est comme un être vivant.
saturation d'échanges est une mauvaise chose aussi. Tout à fait. Ça t'empêche d'avancer par toi-même, ça t'empêche de réfléchir. C'est vrai de tout. Hein. Comme on le voit, on a un problème énorme qui s'appelle infobésité. On reçoit trop d'informations, on a trop d'échanges et ça t'étouffe d'une autre façon, mais de façon non moins inquiétante que l'absence d'échange. C'est un équilibre à trouver, C'est un comme équilibre pour à tout. Bon, alors, je vais maintenant me lancer dans une cascade périlleuse. Allez. Je vais énumérer les nombreuses casquettes, rôles, tâches que tu as accomplies. Alors, donc, tu as été à un moment ou et toujours actuellement chercheur en mathématiques, maintes fois récompensé avec notamment la médaille Fields, membre d'un nombre incalculable de comités scientifiques, de jurys, de conseils scientifiques de grandes entreprises, d'institutions de recherche, président d'associations, de fondations, directeur de l'IHP de 2009 à 2017, éditeur et éditeur en chef de revues de mathématiques prestigieuses, chroniqueur pour la presse écrite, podcasteur, auteur de nombreux livres, député de l'Essonne de 2017 à 2022, organisateur de conférences, toi-même conférencier pour les spécialistes et pour le grand public avec des exposés donnés dans plus de 70 pays, académicien de l'Académie des sciences et de l'Académie pontificale des sciences. Et en m'arrêtant là, je ne suis même pas encore exhaustive. Donc, je n'ai pas menti quand je disais qu'un foisonnement, ce foisonnement peut donner le tournis. Donc, comment est-ce que tu expliques ce désir de s'impliquer dans autant de choses ? Bon, d'abord, il y a cette espèce de paradoxe qu'on va savourer. Moi qui étais le gamin tellement timide et à coup sûr, celui, je pense, dont les profs entendaient le moins la voix quand j'étais à l'école primaire, je dois être celui qui a le plus parlé de tous, de toute l'école. Et par tous les moyens possibles, l'oral, l'écrit. Ces temps-ci, il y a eu les contes des mille et une sciences à France Culture. Il y a mes chroniques hebdomadaires dans l'Humanité, mensuelles dans Vers le Média, trimestrielles dans Oui Demain. Il y a plus de 100 conférences par an et tout et tout. Et aujourd'hui, là, sur le papier, encore une trentaine de casquettes, je pense. Alors, je suis actif dans certains, moins dans d'autres. Il y a des conseils d'administration et des conseils scientifiques. Il y a des grands thèmes de prédilection. La grande caractéristique, je crois, tout simplement, c'est que je refuse moins que d'autres. Et on me propose tel truc, et oui, ah oui, c'est intéressant, ah ben oui. Et une faculté à s'intéresser à des trucs. Et à chaque fois, je te parlais de l'administration quand j'étais président de l'association des élèves Normal Sup, je trouvais ça intéressant. Je me suis retrouvé député, j'ai trouvé ça intéressant. Même les manœuvres politiques, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai écrit tout un bouquin après un an d'activité, comme une sorte de grand rapport d'étonnement sur ce que c'est la vie en politique. Quand je me suis retrouvé à faire des tribunes, j'ai trouvé ça intéressant. Et il y a cette maladie où tout semble intéressant et on se retrouve à rajouter. Dans mes découvertes récentes de ces dernières années, je me suis mis au jardinage. Je me suis installé à la campagne il y a quelques années. Mon premier potager, c'était cette année. Et mes premières récoltes de tomates, carottes, physalis, blettes, qui sais-je, artichauts, etc. Morel, et tout ça. Et puis, je me suis mis à la récitation de poésie. Je me suis mis il y a 2 ans et quelques. Alors, j'ai mon stock de poésie. J'en apprends sans arrêt. J'ai fait mon premier récital au Club des Poètes il y a quelques mois. Donc, dans tout ce que j'ai évoqué, il y a plein de points que j'aimerais aborder avec toi sur toutes ces facettes, mais je vais commencer par le plus classique auquel les auditeurs et auditrices sont habitués. On va commencer par la recherche, on traitera les autres après. Donc d'abord une question que j'aime bien poser aux chercheurs, chercheuses chevronnés que je reçois. Donc on a mentionné, on en a parlé déjà à plusieurs reprises, les prix. Quel est ton rapport au prix ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de vertueux pour la communauté ou au contraire ou alors que ça peut avoir des dérives. Quel est ton avis sur ça ? Globalement vertueux. Et dans mon cas, ça a été sans que
sans que ce soit le moteur principal. C'est quelque chose qui a fait partie de tout ce qui a été motivant et tout. Globalement vertueux et globalement la communauté mathématique a des garde-fous plutôt meilleurs que la plupart des communautés. Et donc pour toi, quelque chose de plutôt globalement vertueux. Positif, absolument. Ok. Et donc concernant l'un de ces plus grands prix, la médaille Fields, donc alors contrairement à d'autres pour qui elle arrive un peu comme une cerise sur le gâteau pour récompenser des travaux, j'ai eu l'impression, en lisant Théorème vivant, que j'ai lu il y a quelques années, que pour toi, ça avait plutôt l'air d'être un objectif, que t'es un peu, si je puis me permettre, aller la chercher. Et est-ce que tu peux nous décrire le mécanisme intellectuel, même si je crois que tu l'as un peu inventé tout à l'heure avec cette conférence qui t'a mis la puce à l'oreille pour te lancer, mais tu peux nous dire comment tu t'es lancé dans l'aventure? En 2006, je suis invité au Congrès international de Madrid. Je découvre, comme je te dis, dans la réaction des gens à mes exposés, que je suis dans la course. Je découvre aussi que ce sera en 2010 ou jamais, parce qu'en 2006, les règles d'âge ont été précisées par le comité, et alors qu'il y avait encore un petit flou avant, là, ils ont donné une règle très précise, 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du congrès. Et moi, je suis d'octobre 73. La date butoir, la naissance butoir aurait été le 1er janvier 1974. Okay. Et donc, de ce fait, c'est plus que 2010. 2010 ou jamais. Ce qui met évidemment une pression énorme. Hors de question de parler explicitement de la médaille Fields. En tout cas, c'est quelque chose ça serait même indécent, je dirais. Et puis, comme le jury est secret, médaille Fields, le jury est tenu secret, et il est bien tenu secret, hein, jusqu'au bout. J'ai appris, comme la plupart du monde mathématique, alors même que j'avais gagné le prix, j'ai appris la composition du jury le jour de l'annonce officielle des résultats. Bon. Donc, tu peux pas faire de lobbying en allant voir un tel, en disant « je suis un super candidat » et tout ça. Tu laisses les autres faire les recommandations pour toi. Il y a un processus qui se fait en coulisses. Et donc, je vois la pression juste considérable. Et j'analyse aussi que pour autant, dans le dossier, il manque un navire amiral. Bon. Un truc, il y a des accomplissements qui sont bons, mais on peut reprocher à ci et là. Tu veux dire pour que ce soit plus sans conteste, quoi. Oui. Parce que, quand même, si tu es dans la course, c'est qu'ils estimaient, pour l'instant... Ou alors, tu étais dans la course modulo... Oui. Tu sais, il y a si, mais dans la course... Mais il y a alors après, tu vas dire, c'est comme n'importe quel concours, il faut être meilleur que les autres. Mais il y en a, c'était le cas de mon collègue Ngo Bao Chao, qui a reçu la médaille Fields en 2010 aussi. Lui était sur des questions d'algèbre très fondamentales, et qui avait démontré quelque chose de tellement énorme. Oui, il n'y avait pas de contestation. Tout le monde savait, Ngo allait avoir la médaille Fields, ou d'autres. Il y avait le jeune brillantissime... Arthur Avila, tout le monde savait qu'il aurait la médaille Fields un jour ou l'autre, quoi. Bon. Et si c'était pas en 2010, ça sera en 2014. Voilà, c'était ce genre de choses. Bon. Mais pour la plupart des candidats, il y a des choses à redire, c'est bien, mais etc. Et donc je vois pour vraiment que les chances pour vraiment que ça ait une chance, il faut qu'il y ait un gros résultat supplémentaire. D'accord. Bon. Et de toute façon, j'avais en tête à ce moment de ma carrière de me lancer dans quelque chose de gros. Pourquoi à ce moment-là de ma carrière ? Parce que j'avais une fin de cycle j'étais arrivé à peu près au bout de ce que je pouvais faire sur une direction de recherche, sur la convergence vers l'équilibre pour des sous-hypothèses de régularité, on va dire. D'autres, après, dans les 10 ans qui ont suivi, dont mon ancien élève et principal collaborateur, Clément Mouot, ont approfondi de façon brillante la question de qu'est-ce que conditionnel veut dire. Enfin, ça peut paraître technique pour l'auditeur, auditrice, donc je ne vais pas développer. En tout cas, j'étais arrivé au bout d'une certaine direction de recherche qui avait été entamée avec des gens comme Laurent Desvillettes, comme Toscani, justement. J'étais, en 2006, cependant, encore en plein dans la rédaction de mon cours sur le transport optimal. Et quand je te dis en péril, il y avait un peu de ça.
Si j'avais été complètement, tu sais, ça, je suis en entreprise, il faut tout miser sur la médaille Fields, ça aurait été, je vais mettre en pause le cours sur le transport optimal, il attendra bien quelques années. 2010, j'aurai la médaille Fields ou pas, mais il sera toujours temps de reprendre le bouquin. Mais ce n'était pas possible. Parce que le bouquin, il avait pris son existence obsessionnelle en moi. Bon. Et il y a une bonne année complète de recherche, ce qui est énorme quand tu es dans ces eaux-là, qui a été sacrifiée à ce moment-là sur l'autel du bouquin. Le bouquin, il m'a pris 2 ans et demi et c'était pas un projet à temps plein, mais quand même, c'était une obsession de tous les moments. J'ai souvenir de colloques dans lesquels j'arrive le matin, je tape sur mon bouquin, je m'interromps pour donner mon exposé, je continue jusqu'au soir, taper sur mon livre. Il était tellement obsédé que ce jour-là, en rentrant prendre l'avion, à cette époque-là, je prenais tellement de l'avion, en rentrant, en arrivant à l'aéroport, sur le moment d'embarquer dans l'avion, je me dis « Fuck ! J'ai oublié de faire une sauvegarde, de sorte que si jamais l'avion s'écrase, personne ne pourra reconstituer le livre dans l'état où il aurait dû être après les corrections d'aujourd'hui. » Tu vois le genre d'état dans lequel j'étais. Bon. Donc, il y avait un cas obsessionnel. Tu as vu ce film de Cédric Clapiche où le héros se met dans les toilettes du TGV pour taper son livre. Bon, je l'ai fait, mais bien avant le film, avec branché sur mon ordinateur portable pour ce bouquin. Donc ce bouquin, il avait pris une existence complètement obsessionnelle. Et ça s'est terminé que vers 2007. 2007-2008. 2008. Le bouquin paraît en 2008. Et donc, c'est à ce moment-là que c'est dégagé du temps. Ouais. Mais alors, tu vois, entre 2006 et 2008, ce qui m'a le plus occupé, c'est le bouquin. Pas que ça, mais c'est ça qui m'a le plus occupé. Et le projet Amortissement Landau, il commence en 2008, il est bouclé en 2010. Tu vois la fragilité de toute la construction. C'est vraiment du... Sur le fil. Ouais, absolument sur le fil. Bon. Et là, quand je me lance dans... Et c'est plus que ça. Quand je me lance au début de l'amortissement Landau, avec Clément, non, mais là, c'est un sujet qui a l'air intéressant, mais je le vois plutôt comme une mise en train avant de passer à quelque chose de bien plus dur. Et chemin faisant, c'est toujours chemin faisant que ça arrive, je découvre que le problème est beaucoup plus dur et beaucoup plus riche. Je veux dire, il n'est pas que dur, il est intéressant aussi. Je sens qu'il y a des trucs qu'on est en train de résoudre, qui vont être importants, etc. Et donc là aussi, Amortissement Landau, ça s'étale là aussi sur 2 ans, 2 ans et demi même, jusqu'au moment où il y a l'acceptation de l'article. Et donc, il y a une période extraordinairement intense où tu vois, les sentiments sont très mélangés. Je commence en me disant, je lance là-dedans, c'est intéressant, mais après, pour démontrer de plus grandes choses, et éventuellement pour la médaille Fields, il faudra bien passer à quelque chose de plus dur. Ah, finalement, ce problème-là est bien plus intéressant. Et finalement, c'est pas la médaille Fields qu'il faut penser, c'est au problème. De toute façon, ça c'est ma conviction. Les prix sont vertueux, mais c'est pas la motivation pour le prix qui va te faire les grands accomplissements. C'est le fait qu'à un moment, tu vas te retrouver en amour avec le problème et ça va être une affaire personnelle entre le problème et toi. Bon. Et le bon état d'esprit, c'était le moment où justement... C'est devenu quelque part secondaire finalement face à l'intérêt pour le problème en lui-même. Je ne vais pas dire secondaire, ça serait qu'est-ce qu'on va dire, de ma part, prétendre que la médaille Fields soit un truc secondaire, ça serait... Ok, c'est pas le terme approprié. Voilà, ça serait un gigantesque snobisme, moi, prix secondaire, tout ça. Secondaire n'est pas le bon mot, mais pas la motivation principale. Voilà, et pas le truc intense, pas le truc d'instantané. Ouais. Ça devient une sorte de toile de fond, mais ce qui est le truc intense, c'est un corps à corps obsessionnel avec le problème lui-même. Ok.
Et donc, je sais que Hugo Duminil-Copin nous avait raconté que les médaillés le savent un peu à l'avance. Est-ce que c'était pareil pour toi? 6 mois à l'avance. 6 mois. Et alors, tu peux nous raconter comment tu l'as appris et comment tu as réagi? Bon, alors, à cette époque-là, d'abord, j'étais devenu directeur de l'Institut Henri Poincaré. J'ai pris le poste à l'Institut Henri Poincaré à la rentrée 2009. Et donc, on est là en janvier ou février, je ne sais plus, 2010. Et à cette époque-là, donc j'étais très occupé par la question administrative à l'Institut Poincaré. Et puis, toute une affaire, qu'est-ce qu'on va faire de l'Institut, il y a tout un chantier, et puis se coltiner un budget qui se compte en millions, lancer des tels programmes, tels trucs avec l'Institut Clé, etc., plein de choses. C'est nous qui avions hébergé, par exemple, la cérémonie de l'Institut Clé pour le prix du Millennium pour Grégory Perelman, la démonstration de la conjoncture de Poincaré. La cérémonie a été tenue sous les auspices de l'Institut Henri Poincaré, avec le Clé Institute, tout ça. Donc, je suis très occupé à tout ça. J'avais toujours en tâche de fond la question de la médaille Fields et dans ma tête, je me donnais 40% de chance. Vu le rapport des forces en présence, tout ça, c'était ma meilleure estimation que je pouvais faire. Après, sachant que si t'es pas au-dessus, très clairement, il y a des questions de chance qui jouent, bien sûr. C'est normal. Et là, est-ce que ça va plaire ou pas? Et je suis dans mon bureau ce jour-là. Et c'est une interview d'un magazine de vulgarisation scientifique qui vient prendre des photos, faire un petit reportage, etc. Villani, Institut Poincaré et tout. Et pendant la séance, le photographe, je reçois le coup de fil. Le téléphone sonne, je décroche. Allô, allô. Comme ça. Et au bout du fil, c'était Laszlo Lovász, le président de l'Union mathématique internationale. Elle entend « Hello, this is Laszlo Lovász from Budapest » ou quelque chose comme ça. Waouh! Et là je comprends. T'as compris instantanément. Instantanément, tu comprends. Si tu reçois un coup de fil du président de l'Union mathématique internationale avec qui tu n'as jamais interagi, et puis il dit « I have good news for you » et je savais que c'était la formule clé. Donc là, vraiment... Et puis, alors, je suis là, extraordinaire, magnifique et tout ça. Je mets tous les mots et tout ça. Il me dit, c'est bien secret. Ouais, super, extraordinaire, c'est magnifique. Tout ça, etc. Je suis tellement heureux. Évidemment, il vérifie que j'accède parce que le comité avait été échaudé par Grégory Perelman qui avait refusé la médaille Fields en 2006. Bon. Et bon, alors ça, je raccroche et je me dis, bon sang, le photographe qui est dans la pièce, qui a entendu notre conversation. Ah oui, et tu l'as complètement oublié. Complètement zappé. Et soit il était très réglo, il a juste pas écouté, soit il comprenait pas l'anglais. Ouais. Mais en tout cas... Ça va fuiter. Ça n'a pas fuité. Et même, il me demande, alors qu'on termine l'entretien et tout, il me dit, alors c'est bon, ça va votre carrière? Il paraît qu'on parle de vous pour des prix importants. Et je lui réponds, non, on ne sait pas trop. On ne sait jamais. On verra bien. Effectivement. Bon, comme dans un film, tu vois. Ah ouais, là, vraiment. Ah oui, c'est marrant. L'émotion a fait que blackout complet. Ah oui, complètement. Je sens encore la sensation dans ma poitrine, tu vois. Bah, j'imagine. Une nouvelle de ce type, je veux bien te croire. Et puis, après, j'imagine que ça a changé beaucoup de choses aussi. Alors, la visibilité, énorme, monstrueux, phénoménal changement, oui. De tous les côtés, et la visibilité a été considérable. Alors, j'avais déjà plein de tâches avant. L'Institut Poincaré, j'ai accepté la direction de l'Institut, j'avais 36 ans, c'était complètement inhabituel. Mais après, avec la médaille, ça a été encore plus. Sollicitations sont arrivées de tous les côtés, associations, etc., etc. Et dès le début, j'en ai accepté. La combinaison des deux, le poste de direction de l'Institut Poincaré, qui est un vrai poste administratif, et la médaille Fields qui te mène toutes sortes de choses, a été la fin claire et nette de mon activité de recherche pendant des années. C'était avec... Il y a toujours
une perte d'activité scientifique qui vient avec le prix Nobel ou avec la médaille Fields. Il y a des études statistiques là-dessus qui te montrent que c'est mauvais pour la carrière de recherche au sens de la publication. Et c'est normal. On se retrouve à faire des exposés dans les écoles, des conférences ici, à voyager sans arrêt, tout ça. Et évidemment, tu as beaucoup moins de temps. Pierre-Gilles de Gennes avait dénoncé ça en disant « mais c'est pas possible, avec tout ce qu'on me demande de faire ». Mais la société en a bien besoin. Et moi, j'avais pris au sérieux bien plus que les autres encore. Parti par la culture que j'avais reçue à Lyon, où il y avait une vraie ambiance de coopération avec la société, en partie sous l'impulsion d'Étienne Gis, grand géomètre, et aujourd'hui secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Donc, il était très conférence, grand public, on doit le prendre très au sérieux, notre devoir envers la société, etc., etc. J'ai fait un podcast pour lui à l'Académie des sciences, un peu différent du tien, mais il y a quelques temps. J'ai vu passer, ouais. Et donc, on avait cette culture qui était bien chevillée au corps. Et puis, en partie parce que j'aimais ça. J'étais très curieux de voir les choses se mettre en place. Et donc, ça a été le vrai tourbillon. Il y a avant et après la médaille Fields. Alors, en 2010, tous les reporters et tout ça me demandaient est-ce que c'est un changement dans votre carrière, est-ce que etc. Puis parce qu'ils aiment bien les belles histoires et les gros scénarios et tout ça. Bon, et à l'époque, je disais je sais pas, on verra et tout ça. Et rétrospectivement, ça a été un bouleversement phénoménal. Ok. Et donc avant tout ça, donc toi tu marques le moment d'arrêt, de pause, on va dire, puisque tu as repris maintenant de ta recherche à ce moment-là. Avant tout ça, un des aspects importants du métier de chercheur et chercheuse, c'est les voyages, en fait. Donc, en parcourant ton CV, j'ai vu que tu as eu l'occasion de passer des séjours de plusieurs mois, parfois entre 1, 3 mois, parfois 6 mois, dans de nombreux pays. Donc, aux États-Unis, à Princeton, Berkeley, Austin, Georgia Tech, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon, entre autres. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces séjours et ce que tu penses que ça a apporté à ta carrière à l'époque ? Ça a été mon bain de formation. Et pour moi, la mathématique a été le moyen privilégié de découvrir le monde entier. Y compris tout le monde culturel, le monde institutionnel et tout ça. Et j'étais vraiment habitué et sans problème à gérer ces intégrations de voyages multiples, de conférences partout. Toujours passionné par la découverte de ces cultures variées et toujours cette faculté à m'obséder. Il y a eu les 3 séjours aux États-Unis, dans les grandes universités américaines. Il y en a eu 4 en vrai, mais le 4e, un stade plus tardif de ma carrière. À chaque fois, un semestre. Ça a été des accélérateurs spectaculaires pour ma carrière. Mais il y a eu aussi, effectivement, les séjours que tu mentionnais, en Grande-Bretagne, en Australie, au Japon, qui ont été l'occasion de me familiariser avec des sous-cultures différentes, des thématiques. Le chapitre, je vais dire ça avec des mots, mais le chapitre sur la régularité dans le transport optimal dans mon livre de référence, j'aurais jamais pu l'écrire s'il n'avait pas passé beaucoup de temps auprès de Neil Trudinger et Suja Wang, qui étaient les grands experts avec Luis Caffarelli de la régularité du transport optimal dans les années 2000. Et ça a bouleversé ma façon d'écrire le truc. Et j'étais très, très intéressé à la découverte et je le faisais de façon presque systématique. Alors, comme j'avais une certaine aisance dans les conférences, j'étais très demandé comme conférencier pour les mini-cours en particulier. Je ne compte plus le nombre d'endroits qui m'ont demandé de faire telle ou telle série de cours, etc. À l'époque, j'y voyais aucun mal à voyager. J'ai changé radicalement mon rapport au voyage à partir de 2020. Depuis 2020, j'ai dû faire pas plus de 3 voyages en avion, quelque chose comme ça. Mais à l'époque, c'était plutôt 20 par an. Bon, c'est pour ça que je me garde bien de donner des leçons aux uns et aux autres sur leur bilan carbone. Et à l'époque, effectivement, c'était ma façon de découvrir le monde. Il y a eu le séjour à Taïwan, il a été important aussi, l'invitation de Taiping Lu. Je dirais comme j'étais identifié comme
quelqu'un qui est particulièrement attentif à faire des notes de synthèse, qui pouvait donner des cours de niveau recherche sur tel et tel sujet. Je recevais beaucoup d'invitations et j'en acceptais beaucoup. Première invitation à Berkeley, c'était ça. Je me souviens très bien. J'envoie mes notes de cours à notre collègue dont on parlait tout à l'heure, Craig Evans, qui lui-même a un penchant particulier pour les notes de synthèse, et il tombe sous le charme. Et voilà, quelqu'un comme moi qui aime bien les notes de synthèse et tout ça, il me le faut. Et me voilà comment je me suis retrouvé fellow du Miller Institute en 2004, avec des très très belles conditions de travail. Ok. On parlait des cours tout à l'heure, mais là c'est encore aussi. Il y a les cours, je dirais ceux que tu donnes. Les cours que tu donnes à la fac, mais il y a aussi les cours que tu donnes au niveau recherche, invités de ci, de là, qui sont extrêmement formateurs. Oui, ça nourrit parfois encore un peu plus directement notre recherche. Là, pour le coup, ça, c'est un des... Je sais que Léon se disait la même chose. Je suis complètement d'accord avec lui. C'est seulement quand on est capable de faire le cours sur le sujet qu'on est capable de le comprendre. C'est en l'enseignant qu'on le comprend. Oui, c'est un peu une variante de... c'est en essayant d'expliquer quelque chose qu'on arrive à savoir si on l'a compris, vraiment, quoi. Et parfois, c'est même au-delà de ça, c'est en faisant un cours qu'on apprend quelque chose. Un cours qu'on apprend. C'est même encore plus... Ok. Alors, un des autres points dont j'aimerais discuter, parce que tout comme toi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la diffusion des sciences. Donc, tu as donné un nombre incalculable de conférences dans des petites, grandes entreprises, écoles, lycées, centres culturels, prisons. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de t'adresser au plus grand nombre et à un public aussi varié, en fait ? C'est une affaire du rôle et du statut du scientifique et de la science, et c'est une affaire de cohésion. Et quand on parle diffusion scientifique, bien souvent on entend dire ouais, c'est important pour susciter des vocations et parce que nos jeunes ont besoin d'enthousiasme pour se lancer dans la carrière et on ne sait pas trop comment faire passer l'enthousiasme, sauf être en contact avec quelqu'un qui est enthousiaste. C'est pas faux, mais peut-être encore plus important que cette question de vocation, il y a cette question de cohésion dans un monde qui part à volo, de défiance des uns envers les autres. Défiance, c'est le mot, ouais. De conflits des uns envers les autres. Il y a des études, il y a des sociologues qui ont travaillé, des sociologues comme Yann Algan, et d'autres qui ont travaillé sur la société de la défiance en France, en montrant la façon dont les taux de défiance augmentent avec les années. Mais international, on voit dans le journal tous les matins que les conflits, la méfiance, tout ce que tu veux. Et on sait bien tout ce qu'il peut y avoir dans les institutions de défiance de ci, de là. Et dans un tel contexte, la façon de faire de la confiance ou de raccrocher la confiance, c'est pas de se placer sous le patronage de telle ou telle autorité. Tu peux faire tous les communiqués en temps de polémique scientifique en disant que tu es approuvé par l'Académie des sciences, par qui c'est quoi, ça ne servira à rien, statistiquement à rien. C'est pas la solidité de ton approche qui inspirera la confiance. Alors dans le monde scientifique, on a des processus de vérification très clairs, baquets, les référis, les rapporteurs qui font ci, ça. On a notre échelle de fiabilité et tout ça qu'on connaît bien. Mais pour tout le reste, ce qui inspire la confiance, c'est de voir les gens, discuter avec, la façon dont on les sent, dont on perçoit ce qui les anime. Et donc, quand tu es là, quand je suis là, que ce soit une entreprise ou dans une école, mon boulot, c'est de montrer, voilà, il y a des scientifiques qui suivent tel ou tel but, qui sont mus par tel ressort, voilà ce qui les passionne, voilà ce qui les intéresse. Quelqu'un à qui tu fais confiance, souvent, c'est quelqu'un avec qui tu vois que tu as des objectifs en commun, ou des centres d'intérêt communs. La référence culturelle fait bien plus pour la confiance que le CV.
Et donc, ce boulot, pour moi, c'est un boulot de cohésion considérable, qui se fait aussi bien à l'international qu'au national. Alors après, pour être honnête, j'ai trouvé aussi mon compte parce que ça satisfaisait ma curiosité. Ça me permet aussi, quand j'ai dans un collège, à chaque fois, je prends du temps pour discuter avec les enseignants et ça me permet d'être au courant de ce qu'ils pensent, de ce qui est là. Quand j'ai dans un pays, je fais une conférence publique, pas longtemps, c'était en Bulgarie, et puis je passe du temps aussi, alors je rencontrais tel et tel politique, ministre, député bulgare, je me balade, ça me permettait aussi, ou dans les prisons, ça me permettait de découvrir l'univers majeur, important et méconnu des prisons. Il faut savoir qu'il n'y a jamais eu autant de prisonniers en France qu'aujourd'hui, et c'est un des problèmes de société les plus considérables. On devrait en parler tous les jours dans les journaux si on était juste avec l'actualité. Donc à chaque fois, public nouveau voulait dire pour moi une façon de rencontrer et de comprendre une communauté nouvelle. Donc finalement, c'est pas juste de la diffusion des sciences, c'est presque plus même le point que tu développes, un dialogue science-société, en fait. Dialogue est là. Et si tu parlais tout à l'heure de Théorème vivant, que j'ai publié en 2013, c'était une commande passée par Olivier Nora des éditions Grasset. S'il n'avait pas rencontré Nora, il n'y aurait pas eu le bouquin. Qui voulait un livre qui parle justement, non pas de diffusion des sciences, justement. Je lui ai dit, on pourrait parler d'entropie, on pourrait parler de mécanique des fluides, ils s'en foutaient. Ce qui compte, ce que je veux sentir, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous cherchez sur un problème mathématique? J'étais bien embarrassé, et finalement, j'ai fait ce bouquin qui est comme un journal de bord où je raconte, et on ne peut pas tellement dire que c'est la diffusion des sciences, parce qu'à la fin, la lectrice, le lecteur, à la fin du bouquin, il n'a pas compris sur quoi je bossais. Mais il voit comment on travaille. C'est ça. Qu'est-ce qui nous anime, comment on rêve, comment on parle. C'est un aperçu des coulisses, en fait. Des coulisses. Oui. Donc ça, c'est un travail de communication, c'est quoi la place du scientifique dans la société, le scientifique tel qu'il se prend avec les autres, comment il travaille avec les uns et les autres, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il déteste, etc. C'est vraiment un travail de placer la science et le scientifique dans la société, au cœur de la société, et pas comme un truc qui serait diffusé par le haut avec une écume supérieure qui envoie comme une pluie, qui fertilise la société avec ça par au-dessus. Ça, c'est pas du tout ma vision. Donc, scientifique, science au cœur de la société. Et je multiplie aussi dans ma façon de faire toutes les références culturelles, références artistiques. Quelque chose que j'ai repris aussi d'auteurs comme Stephen Jay Gould ou Douglas Hofstadter, grand vulgarisateur des années 80-90. Cette façon de mélanger les références scientifiques aux références non scientifiques pour bien insister sur l'intégration. Et tu vois, quand tu travailles sur l'histoire des idées, tu vois que les contextes culturels, politiques, techniques influent, tu as des allers-retours entre les uns et les autres. C'est pas comme si tu avais une science désincarnée et au-dessus du reste. Non, elle est ancrée dans son époque. Bien sûr, ancrée dans son époque. C'est comme ça qu'on se retrouve régulièrement à avoir des découvertes majeures faites en même temps, exactement, absolument, à des endroits différents. Ça vient exactement de ça. Quand Ennio De Giorgi et John Nash, ils démontrent en même temps le même théorème qui tenait les gens en haleine depuis bien des temps, avec des méthodes différentes et sans se connaître le moins du monde, c'est bien que c'était dans l'air. C'est ça. C'était dans l'air. Tout à fait. Et donc, on l'a dit, parmi les choses que tu fais, tu écris des livres, tu fais des podcasts, tu rédiges des chroniques pour la presse. Donc, tu utilises plein de médias différents. Est-ce qu'il y en a un qui a ta préférence? Et si oui, pourquoi? Ça varie avec les années. Et en ce moment... en ce moment, je fais peu d'images. Je fais de la radio et je fais de l'écrit. Bon. Et c'est aussi un choix. L'image impacte plus, hein, on va pas se le cacher. Il y a pas longtemps, j'ai fait une émission grand public chez Élise Lucet sur l'intelligence artificielle. C'est le genre de choses qui a un impact phénoménal. Bon.
Mais j'en fais beaucoup, beaucoup moins qu'avant, et en partie parce que le son, le texte, ça te permet de développer. L'inconvénient est que tu parles à un public plus restreint. C'est ça. Évidemment. Mais l'avantage est que tu peux développer bien plus longuement. L'an dernier, 2 dernières années, j'ai été très occupé par mes chroniques sur la France Culture. 4 saisons, les contes d'Émilie et une science. Que j'ai recommandé dans un des épisodes de la saison précédente. Ouais, j'ai vu ça dans la petite liste que tu m'as envoyée, j'étais tout fier. Ouais. Hélas, pour l'instant, il n'y aura que 4 saisons, pour des questions très banales de restrictions budgétaires. Le podcast a été mis sur pause. J'espère bien que ça reprendra un jour. Mais ces épisodes, j'y ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie. 1 heure de podcast, c'était 30 ou 40 heures de travail. De travail de synthèse, de mise en scène, l'angle, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et puis, l'écrit sous toutes ses formes. J'ai un livre qui sort bientôt, en novembre, Cherche Midi. Leçons de mathématiques joyeuses. Et c'est le retravail en version écrite des conférences à la Maison des Métallos que j'avais publiées en format audiovisuel chez Arte il y a une dizaine d'années. Et le passage à la version écrite est plus exigeant, et il y a un travail de documentation plus important à faire, plein de vérifications que j'ai dû faire, et puis l'image simplifie les choses, tu montres quelque chose, et puis voilà. Alors, à l'écrit, pour expliquer, c'est plus exigeant. Alors, il y aura des illustrations. On a fait un très beau travail avec un illustrateur qui s'appelle Gwen, mon éditrice. On est 4 personnes impliquées. Il y a moi, il y a une éditrice du côté du Cherche Midi, une éditrice Cherche Midi s'appelle Marie Lavallée. L'éditrice, monitrice mathématique qui travaille déjà avec moi sur les conférences Maison des Métallos s'appelle Kasia Sakharovic. Mais je la connais. Elle a fait pour France TV, elle a fait une série. Absolument. Et c'est une famille de matheux jusqu'à la moelle. Il y en a de partout, des mathématiciens de tous les côtés, certains très célèbres. Donc elle, c'est une vraie enfant de la balle côté. Mais elle n'est pas mathématicienne, mais elle a baigné dans le monde mathématique. Aujourd'hui, elle fait de la culture mathématique. Et donc, c'est elle aussi qui a bossé avec moi sur ce projet. D'accord. Et puis, l'illustrateur s'appelle Gwen. J'avais bossé aussi avec lui à l'époque. Donc, c'est une vraie collaboration à 4 avec beaucoup, beaucoup d'allers-retours. On a fait 8 versions du texte, si tu veux, au fur et à mesure des échanges. Et je suis très fier du résultat, où à la fin, ce sont des leçons. C'est un ensemble qui est... alors, il y a certaines qui portent sur des sujets de recherche à travers les âges, comme la stabilité du système solaire, où ça part de Ptolémée et ça arrive aux recherches que j'ai pu faire sur la stabilité dans les galaxies à travers l'amortissement Landau. Il y a le travail sur le transport optimal et la géométrie non euclidienne aussi. Il y a des portraits de grands mathématiciens. Il y a Poincaré et Nash qui sont particulièrement développés. Il y a des applications. On parle de l'âge de la Terre, on parle du vol de la chauve-souris, etc. Donc ça, c'est les thèmes. Et puis l'art mathématique et tout ça. Donc ça c'est un travail un peu de longue haleine, puisque en 2015, j'avais fait cette série de conférences pour justement un peu condenser tous mes thèmes de conférences grand public. Et là, maintenant, je le reprends encore sous une forme écrite plus aboutie, qui est une façon de continuer à creuser le sillon. Et prolonger un petit peu le plaisir sous une nouvelle forme. Voilà. J'ai pas le compte, mais j'ai dû en publier une grosse vingtaine des bouquins. Quelque chose comme ça, entre les bouquins de maths purement, les bouquins de vulgarisation, alors il y a puis plein de préfaces, les 2 bandes dessinées dont j'ai écrit le scénario et les dialogues avec Edmond Baudouin, la bande dessinée dont je suis le héros aux arènes. Que j'ai aussi recommandé. Ah, c'est vrai, ça fait plaisir. Ok, et donc, alors,
Un autre point dont j'aimerais beaucoup parler, c'est que tu es l'auteur d'un rapport ministériel sur l'intelligence artificielle, donc qui date de 2018, donc avant l'arrivée de ChatGPT et de ses confrères et consoeurs. Alors, est-ce que tu peux, très brièvement, juste en quelques minutes, mais nous donner les grandes lignes de ce que tu avais conclu? Et ce qui m'intéresse, c'est est-ce que l'émergence des LLM, donc les Large Language Models, et des deepfakes sur ces dernières années sont venus un peu, on va dire, nécessiter d'updater ce rapport? Alors, d'abord, ce rapport, j'en suis très fier. C'est un travail d'équipe. On était une demi-douzaine. Moi, j'étais la figure publique, le rapporteur. Mais dans l'équipe, il y avait aussi bien des experts en intelligence artificielle qui ont fait toute leur carrière dessus, comme Mark Schonauer, qui était directeur de recherche INRIA, que des jeunes spécialistes de défense, droit, philosophie. Donc, il y avait un panel multi-compétences très adapté. Et ça a été des centaines et des centaines d'auditions. Ça a été 6 mois de rapports parlementaires. Ça aurait dû être plus court. Le gouvernement était pressé de l'avoir au plus vite, mais finalement, pour un travail aussi en profondeur, il fallait plus de temps. Et on a su dégager, on a pu dégager les bonnes problématiques, je crois, et les bonnes façons d'installer le débat qui font que le rapport est resté une référence. Il a été lu en France, il a été lu à l'étranger. Il a été actualisé justement l'an dernier avec un nouveau rapport qui est venu annoncer le nouveau plan intelligence artificielle nationale, mais qui faisait explicitement référence à ce rapport et qui s'appuyait dessus. Et globalement, même s'il y a l'énorme changement des grands modèles de langage, l'essentiel du rapport continue de tenir la route, aussi bien pour ce qui a été fait que ce qui n'a pas été fait. Le nouveau rapport le dit d'ailleurs. Il dit la principale chose depuis 2008, le principal changement, ça a été l'arrivée en 2022 de ces grands modèles de langage. Oui. Il y a ChatGPT, évidemment, Llama, Mistral, enfin le chat de Mistral, ou comment il s'appelle, Claude de Anthropique. Llama, c'est celui de Meta, et un certain nombre d'autres. Et les grands principes dégagés dans le rapport de 2018 tiennent toujours la route, effectivement. Alors, à l'époque, j'avais ce profil particulier de député et de mathématicien de formation. Et ce que j'ai découvert en approfondissant le sujet, en le travaillant, c'est à quel point les problèmes posés par l'intelligence artificielle sont pas tant des problèmes techniques. Je veux dire, aujourd'hui, les recettes techniques, les gens les connaissent. Des bons spécialistes, on en trouve partout. Ils s'achètent à prix d'or, mais c'est une question de ressources humaines. Les vraies choses difficiles, elles sont politiques, culturelles. Où sont les rapports de force ? Comment faire le bon développement, la bonne formule, le bon règlement et tout. La question, c'est qui a la puissance, comment on l'a, comment faire pour protéger ce à quoi on tient, comment faire pour garder un semblant d'indépendance là où il le faut, comment faire pour éviter de se faire écraser. Donc, c'est pas tant sur la technique qu'il faut se concentrer que sur les institutions. Okay. Et donc, le sujet était éminemment politique. Donc, si on fait le lien, si tu veux, par rapport à ça, ce genre d'études, ce genre de rapport, ça m'a transformé. Ce que j'ai appris dans le processus du rapport, ça a été considérable. J'ai eu plein d'idées a priori qui sont tombées, plein de choses que j'ai comprises. Et encore aujourd'hui, régulièrement, je suis sollicité. C'est le sujet sur lequel on me sollicite le plus, que ce soit en France ou à l'étranger. En particulier sur la question étrangère, on me demande souvent de parler de l'IA à l'échelle européenne. Et plein d'autres choses que j'ai apprises au Parlement, à travers la présidence de l'Office parlementaire scientifique pendant quelques années, à travers des missions d'enquête, à travers certains dossiers que j'ai travaillé, ça a été des révélations pour moi. L'une de ces révélations, par exemple, ça a été la découverte de l'importance de l'agriculture. C'est vraiment un truc qui s'est passé. D'où le potager. D'où le potager, mais
ma vie, mon mode de vie aujourd'hui serait différent s'il n'était pas passé par la case parlementaire. Ça fait partie de ces réalisations. Et donc, ça m'a, à titre personnel, extraordinairement enrichi. Quand j'ai été, en 2022, quand j'ai recandidaté, pour différentes raisons, ça s'est joué de justesse. J'ai échoué à la réélection à 15 voix. 19 officiellement, en vrai 15 une fois recompte fait, mais je n'ai pas contesté. C'est vraiment un cheveu, là. Ah oui, sur une circonscription de combien de... Je sais plus, mais c'est plus de 30 000 votes. Donc c'est incroyable. C'était 0,03%. Tu avais les résultats affichés 50,0% contre 50,0%. C'était ça l'affichage à la télévision. Tu vois. Donc, c'était un truc incroyable. C'était pas la plus serrée, mais c'était une des 3 ou 4 les plus serrées en France. Bon. Yeah. Donc, statistiquement, non significatif, évidemment. Je l'ai pris comme un signe que c'était un nouveau chapitre qui commençait. Mais en tout cas, la partie... les deux... si tu veux, dans ma circonscription, il y avait 4... sociologiquement parlant, il y avait 4 secteurs. Le secteur, la partie agricole, la partie quartier modeste, la partie plus bourgeoise et la partie intellectuelle. Mm-hmm. Et la partie plus modeste et la partie agricole ont voté massivement pour moi. C'est les deux parties qui ont voté massivement pour moi et je regarde ça avec fierté. La partie agricole en particulier parce que j'étais le seul candidat très clairement engagé sur la préservation des terres agricoles et ainsi de suite. Dossier sur lequel il m'avait fallu du temps. En 2017, je n'étais pas du tout opérationnel sur ce dossier et je pensais ménager, chou et chèvre et tout. Et au fur et à mesure, entre 2017 et 2022, à force de me documenter, d'animer des réunions, d'écouter, de visiter les gens, j'avais compris que j'avais complètement sous-estimé l'importance de ce secteur et l'ampleur du malaise. Donc ça, c'est une découverte liée au monde politique. Alors, je suis de retour depuis 2022. J'ai repris ma casquette universitaire, les cours, l'enseignement. La recherche, on va y revenir, mais je me suis remis pour de vrai en 2023. Donc, après 12 ans d'interruption, pendant 12 ans, je n'ai pas soumis un seul article nouveau. Ça, c'est complètement inhabituel. Mais est-ce que tu continuais à suivre ce qui se passait, à lire des articles qui sortaient, à garder un pied quand même Un pied de loin, oui. En mathématiques, oui. Alors, il y a par exemple, j'étais au Congrès international de Rio en 2018, j'étais à celui de Séoul en 2014, j'étais à celui de Séoul de Rio en 2018. J'avais des contacts avec la communauté de ci, de là, mais c'était des contacts de loin. J'ai assisté à aucun séminaire pendant toute cette période. Oui. Aucun séminaire. Encore aujourd'hui, j'assiste à très très peu de séminaires. Et les papiers, tu t'en ouvrais quelques-uns quand même ou Quelques-uns de ci, de là, mais très peu. Et en 2022, je me dis ça va être le moment de m'y remettre. Je relance. Je décide de reprendre des vieux articles de recherche non complètement aboutis, c'est-à-dire de reprendre sur des choses que j'avais déjà commencé à explorer plutôt que d'être sur du tout nouveau. Et puis j'avais avancé un peu sur certains dossiers, mais le vrai gros événement, c'est en 2023, quand arrive un article de nos confrères Nestor Guillen et Louis Sylvestre, qu'on a vu l'un et l'autre aussi à la Canée pour le festival, et qui résolvait une conjecture ou une question ouverte posée pendant ma thèse. Une question avec laquelle j'avais un très fort attachement et qui avait été bien suivie par la communauté et qui était restée ouverte donc pendant 25 ans. 25 ans. Et là, ça a été un coup de fouet. Un coup de fouet. Je savais, d'abord, tu vois ce truc, tu te dis, il faut que je le redémontre. Okay, ils l'ont démontré, il faut que je comprenne comment ils ont fait et comment je peux utiliser mes outils. Donc, c'est toujours comme ça. Donc, j'ai commencé par essayer de suivre leur démonstration, refaire les calculs. Je me dis, non, mais c'est pas bon, c'est pas ça. C'est juste leur démonstration, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, j'ai repris mes propres articles anciens
pour essayer de comprendre. Et puis, je me suis dit, si ça fait faire ça, alors il y a un résultat plus grand qui est vrai. Forcément, le vrai résultat. Et donc là, j'ai eu une motivation phénoménale. Et donc, il y a eu une période de concentration extrêmement intense sur juste quelques mois, où le plus important a été le mois d'août. Août et septembre, le mois d'août, ça a été le mois le plus intense là-dessus. Pas de vacances pour les mathématiciens. C'était mes vacances, bosser là-dessus et tout ça. En collaboration avec Louis Sylvestre, et puis avec Cyril Imbert, collègue en poste à l'École normale supérieure, et où à trois, on a, dans cette relation de collaboration très intense, pu craquer le problème qui nous tenait à cœur. Et se replonger dans ses propres articles de recherche d'il y a presque 30 ans, c'est quelque chose. Hein. Quel type de sensation ça fait? À la fois, il y a un petit écho de quand tu étais en thèse, parce que tu es là en disant « mais je comprends pas, mais comment ?» 30 ans après, qu'est-ce que je voulais dire? 30 ans après, tu relis tes propres articles, tu te dis « mais bon sang, pourquoi je fais ça ?» Déjà, un jour après, des fois, c'est le cas. Alors 30 ans. En 30 ans. Mais aussi, ce que j'ai pu voir, tel est le savoir-faire qui est resté. Et donc, les trucs, tu les réassimiles et tous les réflexes qui reviennent, j'ai découvert que les références étaient toujours là. Mes références d'il y a 30 ans, tel article, il y a ci et ça. Alors, évidemment, j'ai un trou dans la biblio. Oui. Et donc, une bonne partie, ça a été de combler le trou. Alors, j'ai rédigé le cours qui allait avec. C'est toujours ma technique. Quand on veut se lancer dans un truc, on rédige le cours. Un bon gros cours qui m'a beaucoup occupé. Et comme tout, tu as les proches, donc quelques collègues proches qui m'ont mis au jus. En particulier, Clément Mouot, qui était mon ancien élève et mon collaborateur principal sur l'amortissement Landau. Mon collaborateur sur l'amortissement Landau et collaborateur principal sur ces années. Stéphane Michler, collaborateur de longue date, qui m'a donné plein de tuyaux sur les références et la littérature, puis quelques autres de ci, de là. Tu vois, on a besoin de la communauté pour avancer les recherches, on a besoin de la communauté pour revenir dans la recherche. Il y a ce bain bienveillant, je peux dire. Beaucoup de gens auraient pu dire, on aurait pu se dire, a priori, le réflexe, ça aurait été Villani, pourquoi il nous emmerde, qu'il reste en politique, il est dans la recherche, c'est sa faute, il avait qu'à pas partir au Parlement et tout ça, il est plus au courant, tant pis pour lui et tout, chacun pour soi. Non, au contraire, ça a été, tiens, tel article, lis tel truc, ça va t'aider, et tout ça, comme si tout le monde était là, mettait un point d'honneur à faciliter mon retour. Donc du coup, t'as l'air de dire que ça s'est fait quand même sans trop d'efforts finalement. C'est revenu assez vite. Tu sais, c'est pas les efforts la question. C'est même pas la souffrance. C'est la motivation. Oui, c'est vrai. C'est la clé de beaucoup de choses. Quand t'as la motivation, t'es prêt à tout. C'est vrai. T'es prêt à passer 500 heures pour écrire un truc, ou le bouquin dont je te parle, c'est des milliers d'heures. Le bouquin, tu es prêt à les passer. Et même si à chaque fois tu besognes, tu écris, la motivation, le but, l'objectif, ça se fait tout avaler. C'est la même motivation du joueur de ping-pong ou du marathonien qui souffre dans sa chair, mais il s'en fout. Motivé, avance, parce qu'il y a l'objectif, le progrès qu'on sent. Le vrai sujet, c'est motivation. Oui, c'est un beau message à passer, ça. Ok, mais on va conclure cette partie sur juste... On a discuté de la pluralité des tâches que tu effectues. Là, on en a creusé même quelques-unes. Du coup, quelles sont celles, finalement, puisqu'il y a plein de choses différentes, quelles sont celles où tu prends le plus de plaisir? C'est dur pour moi de faire un classement, mais... Les chroniques, c'est quelque chose à quoi j'ai pris vraiment goût. Avec une part d'improvisation, en particulier pour l'Humanité, un journal que je recommande très vivement, et qui a un grand goût pour les sciences. Et j'écris toutes les semaines hors vacances,
Donc, je sais que je dois boucler ma tribune en 2 heures, 3 heures maxi. Sinon, ça va pas le faire. Si tu passes une journée entière à écrire ta tribune hebdomadaire, le temps va filer, tu n'auras plus le temps pour d'autres trucs, etc. Surtout qu'il y a aussi d'autres tribunes, tout ça. Donc, 2 heures, c'est le bon niveau. J'ai mon cadrage de signes. Donc, à chaque fois, c'est quel sujet je vais développer. J'ai carte blanche. Ça doit parler de maths et de société. Oui. C'est très, très large. Ça peut être aussi bien sur un truc de fond, un concept mathématique et son importance, que sur des rapports géopolitiques. Ça peut parler de questions économiques, ça peut parler d'IA. Mais il faut que je trouve à chaque fois dans la semaine. Donc, je vais dire, c'est quoi le bon angle? Qu'est-ce qu'il y a eu dans la semaine? Qu'est-ce qui, dans l'actualité, me pousse à réagir? Est-ce que je vais m'appuyer sur un anniversaire historique, etc. Donc, il y a un plaisir à se dire, voilà, quel sujet, et aller en avant. Je prépare mon affaire. Et écrire de façon générale, c'est le côté fils de littéraire quand même, je pense que Sauf que ça ressorte quelque part à un moment. Et donc écrire, c'est quelque chose qui participe vraiment à mon équilibre, mon plaisir, mon bonheur. Il y a de ça aussi dans les cours que tu écris. Dans les cours, bien sûr. Finalement, c'est ça aussi qui se cache derrière. Complètement. Un vrai plaisir. Et puis de réfléchir comment on organise ses chapitres, comment on choisit les titres, sur quoi on va insister, qu'est-ce qui est important. J'aurais dû mettre tel exemple. Il faut que je fasse telle remarque, etc. Vraiment le contact qui cherche à se faire avec l'esprit des personnes qui lisent et qui en profitent. Bon. La question agricole, même si c'est complètement en amateur, elle est très importante. J'ai compris ce que c'est, le plaisir de travailler sa terre, de planter ses carottes, de voir si elles sont grandes ou petites, de construire sa serre, et ainsi de suite. Le plaisir de raconter les histoires, les podcasts, c'est quelque chose. Si j'y mettais tant de temps, c'était aussi parce que parce que ça me plaisait vraiment. De toute façon, tu fais pas tes 100 et quelques conférences par an si tu prends pas du plaisir à raconter, trouver l'histoire et la raconter à ton public. Et oui. Et puis, par rapport à il y a 2-3 ans, donc ce plaisir d'être plongé dans la recherche qui est revenu. Et là, c'est un vrai truc. C'est pas seulement écrire et rédiger, c'est aussi le plaisir d'être plongé dans ta question et te demander et tout ça. Tu comprends pas, mais tu progresses. Tu sens que tu comprends mieux. Tu sens que tu te poses de nouvelles questions. Tu sens que ça va venir et ainsi de suite. Dans la recherche, je crois que tout le monde a sa théorie de c'est quoi le cycle de la recherche mathématique. Et j'avais ma décomposition en 4 étapes, moi. Première étape où tu comprends rien. Ouais. C'est là. Deuxième étape, tu pressens un petit frémissement. Tu sens que tu vas comprendre. Il y a une possibilité que tu comprennes. Puis le moment où tu comprends, et là, c'est souvent l'avalanche. Tu comprends, tout vient d'un coup. Tu es tout excité, tu fais les conférences, tu écris les cours et tout. Et puis, il y a la petite phase mini-dépression qui vient après. Et finalement, c'était facile. C'est terrible, ça. C'est vraiment commun à tout le monde. On a tous l'impression de faire des choses faciles et que ce sont les autres qui font. Mais c'est facile parce qu'on a compris, c'est tout. Ah oui. Michael Loss, un analyste spécialiste de physique mathématique qui a été en poste pendant longtemps à Georgia Tech, sa carrière, il me racontait et qui lui mettait un point d'honneur à faire des choses intéressantes et simples et à trouver que des problèmes qui puissent être résolus par des outils simples. Et alors il me racontait, c'est mon style, je sais pas si c'est bien de faire ça, il me racontait une fois où sur un certain problème que tout le monde avait travaillé, retravaillé, fait des petites améliorations et tout, et puis un jour il avait fait la remarque, il avait trouvé la bonne remarque, la bonne façon de faire, qui simplifiait tout, qui faisait des résultats 10 fois meilleurs et tout ça. Et on parle à un de ses collègues, il dit « Oh, mais c'est évident, vous auriez dû vous en rendre compte bien plus tôt. » C'est toujours a posteriori facile, mais c'est très dur quand tu es dedans. Oui, le bon côté, c'est quand tu es en train de trimer dans la recherche, tu comprends quelque chose, tu sais que quelqu'un viendra plus tard avec la simplification. Alors, plus ou moins simple, Le travail sur Mortis-Molandau qu'on avait fait avec Clément Mouot, qui était 200 pages de démonstration bien serrée,
il a été divisé par 3 en longueur peut-être, ou quelque chose comme ça. Il reste un gros ça reste une grosse démonstration. Mais ce qui a été fait quand même maintenant est sensiblement plus simple que ce qu'on avait fait à l'époque. En fait, tu fais un premier chemin, quoi. C'est toi qui débroussailles. Et après, une fois que tu es arrivé au sommet, de là où tu es, tu vois bien mieux s'il y a des raccourcis. Tout à fait. Et alors, du coup, est-ce que tu peux lever le mystère et nous expliquer à quoi ressemblent tes journées ? Comment tu fais pour faire rentrer autant de choses différentes dedans ? Il n'y a pas de journée type. Je me lève souvent très tôt. Ça veut dire, en régime de croisière, souvent avant 5 heures du matin, pour prendre le premier train. Et quand je voyage, j'ai cette règle de toujours prendre les trains les plus tôt, et ainsi de suite. Je suis, dès le matin, c'est quelles sont les urgences d'aujourd'hui, tel et tel coup de fil, tel texte à écrire. J'ai cette manie qu'ont certaines personnes de toujours écrire sur des feuilles de papier tous les trucs, la liste de trucs à faire. Les to-do list. Les to-do list. J'en ai des listes de to-do list, etc. Il y a... donc là, je sais, par exemple, j'ai le débat qui arrive dans 2 jours pour lequel je dois encore téléphoner à tel ou tel pour prendre un peu des infos. J'ai le débat qui arrive dans 1 mois où je dois prendre les infos encore auprès de quelqu'un d'autre. J'ai la chronique début septembre, la première qui va arriver, la reprise d'autres chroniques qui vont venir. Il y a tel livre, tel ouvrage, etc. Donc il y a comme ça. De temps en temps, ce sont des grosses périodes de concentration. Ça va être tel article à écrire. L'an dernier, il y avait l'article de maths, mais j'ai aussi écrit un article sur intelligence artificielle à travers l'œuvre de Jacques Ellul, sociologue, philosophe, théologien important du XXe siècle. Un article sur l'urgence climatique et les villes, et la gouvernance des villes, commande de l'Académie des sciences. Donc, à chaque fois, tu vois, ce genre de choses, ça peut être des heures et des heures plongées sur l'écriture de l'affaire. Et qu'est-ce qu'il va y avoir ? Des rendez-vous de là, moins de rendez-vous que dans mon époque où j'étais dans le plongement, vraiment plongé dans le bain politique. Maintenant, il y en a moins. Je les sélectionne peut-être davantage. Beaucoup de trains. Beaucoup de trains. Je travaille plus dans le train que dans mon bureau même. On travaille très bien dans le train. On travaille très bien dans le train. Je vais écrire un petit livre, un petit essai. On m'a proposé de participer à une collection qui fait des essais sur des endroits de concentration, focus où on est en immersion, en concentration quelque part. Je vais faire le train en tant que tel. Le train. Comme j'ai pris cette règle, je me suis pris comme règle perso à partir de 2020 de ne plus utiliser l'avion à l'intérieur de l'Europe. Ça me donne des longs déplacements. J'ai été en Pologne, j'ai été en Autriche, j'ai été en Bulgarie, j'ai été en Grèce. À chaque fois, ce sont des trajets qui durent 1 journée complète, 2 journées complètes, 3 journées complètes, avec beaucoup de temps pour travailler justement dans un contexte où on n'est pas très sollicité. Et puis, je lis énormément. Je me suis mis à lire des essais de façon très intense à partir de 2020 aussi. Ça faisait partie de mon évolution politique. C'est le moment où je me suis mis à lire en particulier énormément de choses liées à mes activités politiques. J'ai pris la présidence de la Fondation de l'écologie politique, Fondation pour l'écologie politique l'an dernier. Et ce sont évidemment des postes dans lesquels il faut être sans arrêt au courant de ce qui s'écrit, de ce qui se fait, ne serait-ce que parce qu'on a un prix aussi, un prix de l'essai d'écologie politique chaque année. Donc là, je suis en train de lire les 8 ouvrages présélectionnés pour être en compétition pour le prix. Mais il y a aussi des romans, de la poésie. J'apprends beaucoup. Alors, je recycle une partie de mon temps de transport en commun dans l'apprentissage et la récitation de poésie. Bon, et ainsi de suite. Ça fait des journées bien remplies. Je me couche plus tôt que ce que je faisais dans le temps. Il y a une époque où je dormais pas, très peu. Quand j'étais directeur de l'Institut Poincaré, j'avais des très courtes nuits.
des très courtes nuits. Je faisais des 4 heures régulièrement. C'était pas une bonne idée. Il y a eu des moments où j'étais mal en point. Il y a eu une époque où je me suis sérieusement demandé, si j'allais pas mourir de surmenage, comme ça. 4 heures par nuit, finalement, ça peut oui, pas durer longtemps. Oui, ça peut pas durer longtemps. C'est important de dormir aussi. Donc, je suis attentif à optimiser le temps de préparation autant que possible pour pas trop rogner sur le temps de sommeil. Ok, en tout cas, ça donne l'impression d'avoir des journées où tu ne t'ennuies pas une seule seconde. Ouais, alors je suis en plus jeune repapa, comme on dit. Ça occupe bien aussi. Ouais, ça occupe bien aussi, ça occupe énormément. Et voilà qui conclut cette deuxième partie de notre entretien. Dans la dernière partie, vous découvrirez la carte blanche de Cédric, consacrée à 2 œuvres, Forme et croissance de Darcy Thompson et Ma, tes magies de Douglas Hofstadter. Il nous racontera à quel point elles ont influencé son approche de la science et façonné le mathématicien qu'il allait devenir. On vous partagera également les traditionnelles recommandations. Je vous remercie pour votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, même si vous nous écoutez traditionnellement par d'autres canaux. Ça prend très peu de temps, mais ça aide énormément. N'hésitez pas également à aller liker, commenter la chaîne YouTube du podcast. Comme toujours, c'était un plaisir. À bientôt dans le prochain épisode.